Cette semaine, on se demande ce que notre étrange fascination pour Guylaine Gagnon dit sur nous. On se demande si ça existe vraiment un chum lesbienne. Puis on accueille notre collègue journaliste Malia Kunku pour nous parler non pas du départ de Trudeau, mais de sa face au lendemain de sa démission. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vu passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Flo, puis je trouve que Gab, tu nous surprends chaque semaine avec tes sujets. Je sors de ma chambre des Complètement, tu nous amènes ailleurs. Et moi, c'est Gab et je m'ennuie de mes faux ongles. C'est vrai. C'est une nouvelle passion pour moi, là, j'en ai pas aujourd'hui. Je vis une tristesse. Nouvelle affaire. Ouais. Une nouvelle dépense, Florence, que tu dois m'aider à cesser. Plus femme que jamais. Oui. Je pense que je commence cette semaine. Ben, vas-y. Gab, cette semaine, je voulais te parler du retour de Guylaine Gagnon. Oui. Je sais pas si tu as vu ça. Elle a recommencé à publier sur Instagram et TikTok dans les dernières semaines, puis ça m'a fait réfléchir à la place des personnes qui ont des enjeux de santé mentale sur les réseaux sociaux. Guylaine Gagnon, là, c'est la... Je te la présente à l'instant. OK. C'est une créatrice de contenu québécoise et travailleuse du sexe d'une 50aine d'années assez controversée qui a des enjeux de consommation et de santé mentale plutôt évidents, puis qui a une présence en ligne depuis une dizaine d'années. Dans ses dernières publications, on la voit piétiner son ordinateur, shotgunner une bière pour déjeuner, dire qu'elle se mettrait de la poudre dans le cul, bref, être pas mal vulgaire et ça crée généralement « j'ai besoin d'aide ». Oui. Il y a un thread Reddit publié la semaine dernière qui traduit, je pense, le sentiment de pas mal de monde face à ces contenus. Ça va comme suit. Suis-tu le seul à avoir un malaise avec la popularité de Guylaine Gagnon? C'est une personne avec des problèmes de consommation. Certaines personnes trouvent ça bien drôle et en font une personnalité publique. C'est pas l'aider ben. Ce qui est confrontant là-dedans, c'est que force est de constater que ces contenus-là, à Guylaine Gagnon, ben, ils sont populaires. Il y a une part de nous qui est triste d'assister à ça, mais une autre qui est visiblement divertie. De la même façon que les contenus de Kanye West ou de Britney Spears, par exemple, qui sont tous les deux bipolaires, ont été viraux alors qu'ils traversaient des moments de détresse psychologique. Ah, les petites danses malaisantes à Britney. Oui, mais c'est pas fini, hein? Puis, de façon générale, je pense qu'on a une espèce de fascination morbide pour la souffrance des autres. Ouais. On va pas se mettre la tête dans le sable. Le type de vidéo suivante suscite beaucoup d'intérêt en ligne. Par exemple, le témoignage d'une addict au fentanyl sur la très populaire chaîne Soft White Underbelly. Ton influenceur voyage préféré ou Hélène Boudreau, qui va jouer au White Savior dans des communautés en situation de pauvreté extrême. Seigneur Jésus. C'est épouvantable. Oui. Dans les coins les plus défavorisés du monde. Ah. Ou juste une TikTokeuse québécoise, en gros, meltdown parce qu'elle vient de se faire laisser par son chum. Ouais. On en a tout dans notre feed, puis c'est pas anodin. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes sont juste un miroir un peu fucked up de ce qui nous intéresse. Ça fait qu'on assiste en direct à des épisodes de souffrance qu'on like, qu'on partage et qu'on commente. Puis ça soulève une question troublante, très confrontante. Est-ce qu'on a perdu notre capacité à juste se retirer? Regarder ces contenus-là avec du recul puis se demander est-ce que je participe à l'exploitation d'une personne vulnérable? Il y a peu de gens qui se demandent à quel point on est responsable des conséquences de nos clics, qui passeraient de longues minutes sur le bord de la rue à observer Guylaine Gagnon pendant qu'elle est complètement... C'est ça, pendant qu'elle est complètement pétée. Mais malgré l'inconfort qu'on aime tous, on peut passer de longues minutes à stalker son TikTok derrière notre cell. Ouais. Est-ce qu'on confond spectacle et appel à l'aide? C'est ça ma question aujourd'hui. Oh mon Dieu, mais en plus, c'est que ces gens-là, souvent, ne sont pas en appel à l'aide, ne font pas un appel à l'aide, sont juste en train de partager leur vie. C'est ça. Puis j'en ai vu plusieurs aussi d'autres influenceurs, des fois américains, mettons, qui sont en manie, là, puis ils dorment jamais, ils publient 45 vidéos par jour, puis là, tu vois clairement qu'ils ont un trouble de santé mentale. Je pense qu'il y a une fascination aussi dans ces affaires-là, de ces situations-là où on a peu accès. Oui. J'ai l'impression que moi, j'ai jamais... Tu sais, j'ai connu des gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais j'ai jamais côtoyé de près, mettons, une personne en manie ou en psychose. Bien, on veut pas les voir, ces réalités-là. Tu sais, généralement, c'est des choses qu'on cache. Bien, ou que les gens vivent plus dans le privé, tu sais, ou avec leurs proches. Fait que si t'as pas quelqu'un de proche de toi qui souffre de graves problèmes de santé mentale ou de consommation, t'as jamais eu accès à ça. Donc, comme tu dis, je pense qu'il y a une fascination morbide de genre... C'est la seule fois que je peux voir c'est quoi, dans le fond, vraiment une psychose, mettons. Oui, c'est ça. Ou ça me fait penser à le phénomène de la pornographie de la pauvreté dont on a déjà parlé. Oui. Je sais plus si c'était ton sujet préf. Oui, que j'aime bien. Ou est-ce qu'il y a des gens qui mettent en scène des personnes itinérantes, par exemple, en en leur faisant faire toutes sortes de défis pour avoir de l'argent. Tu sais, on dirait que on trouve ça fascinant de côtoyer une réalité qui est tellement loin de la nôtre, puis ça nous conforte peut-être de nous dire que c'est pas notre réalité, justement. Mais il y a un aspect un peu zou là-dedans. Là. Oui, très. C'est comme ça qu'ils font, les gens, comme addicts au crack, tu sais. Quand t'en as juste vu dans les films où, genre, c'est juste une fille qui est maquillée pour avoir plus de cernes, tu sais. Là, tu réalises que la vraie vie, c'est pas ça, là. C'est genre Guylaine Gagnon qui est comme complètement déphasée, là. Ben, c'est ça. Puis on est qui pour dire à Guylaine Gagnon de pas publier, dans le sens...
peut-être qu'elle a sa place en ligne, Guylaine Gagnon. Peut-être qu'elle peut être l'icône d'une génération. Tout le monde a sa place en ligne. Ou tout le monde. C'est ça qui est confrontant, c'est que c'est un peu pas démocratique, mais c'est très accessible, les réseaux sociaux. N'importe qui peut publier. Fait que ça nous confronte à plein de choses qu'on préfère pas voir, généralement. Mais est-ce que tu penses que TikTok devrait, genre, ou les réseaux sociaux devraient légiférer ou mettre en place des petits Guardian Watch, là, de quelqu'un qui vient et qui est comme « Guylaine, tu ne vas pas bien, voici une ressource ». Je pense que la ligne est comme trop mince pour qu'on puisse se permettre de faire ça. Je pense qu'il peut y avoir du positif des fois. Je pense à notre collègue Nao qui parle beaucoup de sa rupture en ligne. Oui. Puis, elle est vraiment pas, genre, en détresse sur TikTok, mais... Non. Je pense qu'elle parle de ses états d'âme, de santé mentale, puis elle reçoit des commentaires, puis il y a une espèce de soutien qui lui est bénéfique en ligne. Ouais. Mais après ça, où tracer la ligne, là, je pense que ce serait bien trop compliqué, là, puis un peu impossible. Surtout, mais peut-être que Guylaine Gagnon, là, elle n'en veut pas d'aide. C'est l'affaire. Puis peut-être plein d'intervenants, intervenantes... ou whatever, là, des gens qui veulent la soutenir, qui lui ont écrit, puis qui étaient comme « Guylaine, je peux t'aider », puis qui est comme « Je suis très bien, comme je suis ». Puis peut-être que c'est ça qui est confrontant aussi. D'accepter qu'il y a des personnes... genre là où je suis suis pas à l'article de la mort, je suis bien comme je suis, même si ça vous dérange. Ouais. Puis on dit souvent que les réseaux sociaux, c'est des endroits où est-ce qu'on idéalise trop les choses, puis qu'on a des modèles un peu inatteignables, puis que tout est... Ah mon Dieu, on est à l'opposé de ça, là. On est vraiment ailleurs avec ça, puis peut-être que c'est important de voir ce côté-là de la vie aussi. C'est ça, que les réseaux sociaux aussi, ça doit représenter la vraie vie, mais la vraie vie, c'est aussi Guylaine Gagnon. C'est ça. C'est pas juste Audrey Rivet qui apprend à faire du ski. Référence niche, si vous l'avez comprise. I bought to you. Fait que bref, c'était ça mon sujet cette semaine. Guylaine Gagnon, allez pas vous abonner. Ou... Allez pas vous abonner, je pense. Non. Allez pas vous abonner, mais si vous la voyez passer, détournez pas nécessairement le regard. Non, c'est ça. Aussi. Fait que c'est tout pour moi cette semaine, Gab. Ah, moi aussi, j'ai un sujet, mais là, comme tu sais, je vais encore t'amener ailleurs avec mon sujet. Avec le lesbianisme. Oui. Un peu avant les vacances, j'ai publié une story dans laquelle j'ai écrit « Mon chum vient du Saguenay et il me cuisine mon premier pain sandwich à vie. » C'était lors d'un party où tu étais, Florence. Oui, j'y étais. Les gens ont été vraiment surpris de cette story-là. Est-ce que c'est parce que j'annonçais que j'avais encore jamais goûté ce grand classique de la cuisine québécoise? Non. C'est parce que j'avais écrit le mot « chum ». Le monde était mêlé, Flo, parce que si vous avez écouté le podcast au moins une fois, vous savez que j'ai une blonde. J'en parle à l'occasion. Mais je suis pas la seule à avoir créé toute une commotion avec l'utilisation du mot « chum » durant les fêtes. C'est aussi le cas de Lily Rose Depp. Oui. La Nepo Baby, par excellence, est en couple avec la rappeuse queer O7O Shake depuis environ 1 an. Récemment, elle a qualifié sa partenaire de « boyfriend » durant une entrevue et les usagers de TikTok ont fait ce qu'ils et elle font de mieux, se fâcher. Les gens étaient vraiment en colère. Mais il y a tellement de couches à cette simple anecdote-là que je ne sais même pas par où commencer. D'abord, il faut dire que O7O Shake, c'est la première personne queer que Lily Rose Depp fréquente publiquement. Puis l'autre affaire à savoir, c'est que Lily Rose a vraiment l'air hétéro. Oui. Elle est super féminine, elle porte des robes roses, elle met du gloss, elle a des petits cheveux blonds. Bref, comme on dit dans le milieu, elle est straight passing. Elle a l'air elle est très belle. Et le public semble avoir de la difficulté à croire à son amour pour sa partenaire à cause de ça. Malheureusement, c'est souvent le cas pour des femmes plus féminines ou qui n'ont pas assez l'air lesbienne aux yeux de la population. Puis c'est principalement pour ça que les gens étaient fâchés ou même confus sur TikTok. L'utilisation de termes comme chum pour parler d'une blonde, ça dérange les gens parce que ça leur confirme que les filles qui ont l'air hétéro sont dans une phase. Le monde disait, si elle appelle son chum, elle doit en vouloir un, puis elle a juste à retourner avec des gars. Je comprends, OK. Ça mêlait le monde, première affaire. Mais l'autre affaire qui a peut-être fâché des personnes queer de l'autre côté, c'est la notion de privilège. OK. Parce que être straight passing ou avoir le straight, ça comprend plusieurs privilèges que plusieurs personnes plus visiblement queer, genre quelqu'un qui se présente comme butch, mettons, ou, ont pas. Ouais, c'est clair. Puis, ça fait qu'il y a comme eu une espèce de division, évidemment, sur les réseaux sociaux, où il y avait des gens qui étaient très en colère, qui comprenaient pas pourquoi elle utilisait ce terme-là, puis là, ça les mêlait, était comme « décide-toi ». Puis de l'autre côté, il y avait des personnes queer qui disaient « elle a le droit de faire ce qu'elle veut », mais en fait, tout ça, je trouve, là, parle surtout de la pression de mettre des étiquettes. De mettre les gens dans des cases, puis on n'est pas obligé de faire ça. Toi, c'est quoi ton rapport à l'utilisation du mot « chum » pour désigner ta blonde?
Et moi, je l'utilise. C'est ça, mais ça vient d'où, mettons? Qu'est-ce qui t'a donné envie de shifter vers le mot chum ou de l'utiliser des fois? Honnêtement, là, je sais pas, c'est comme arrivé tout seul parce qu'à un moment donné, des fois, je trouvais que c'était comme mon chum. Des fois, je trouvais que c'était comme ma blonde. C'est aussi que comme ma blonde, elle a, tu sais, sa présentation de genre, mettons, son identité de genre est plus masculine que la mienne. Donc, on dirait que des fois, je pense pas niaiser, je disais que c'était comme, je trouvais qu'elle avait l'air de mon petit chum. Fait que là, je l'appelle mon chum. Puis c'est comme resté, puis on dirait que les deux, ça nous convient aussi. C'est pas quelque chose dont on n'a pas parlé, tu sais. Puis je pense que c'est ça aussi, c'est que chaque relation queer est unique. Puis, mettons, Lily Rose, je suis sûre qu'elle en a parlé avec sa blonde, son chum, de l'utilisation de ce terme-là, puis que ça dérange pas sa partenaire. Puis, je comprends pas pourquoi les gens s'impliquent autant dans les relations des autres. Ben je pense qu'en fait, souvent, la confusion, ça frustre les gens. Je pense qu'il y a peut-être des gens de l'extérieur qui sont pas habitués de côtoyer ces dynamiques-là puis ces réalités-là, qui comprennent pas, mettons, pourquoi tu utiliserais ce terme-là ou dans quel contexte est-ce que tu as envie de l'utiliser, puis qui se sentent niaiseux de pas comprendre ou de se dire « Ah, je vois pas c'est quoi l'intérêt, tu sais. » C'est comme tout ce qui est fluidité de genre en général. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se braquent parce qu'ils se sentent un peu incompétents ou genre pas éduqués. Ben oui, ils comprennent. C'est vraiment la pression de l'étiquette, là, j'ai l'impression, de la boîte. Puis avec, j'ai l'impression que là, la transidentité se démocratise beaucoup dans notre société, que les gens commencent vraiment plus à... Il y a beaucoup de transphobie, là, mais commencent à comprendre plus l'idée qu'il peut y avoir des personnes trans, que c'est quelque chose qui existe, que c'est des cheminements qui se peuvent, tu sais. Puis je pense que l'idée... Mettons, si moi, j'arrivais demain à ma famille puis que je disais, je m'identifie comme personne trans, ça serait beaucoup plus simple pour eux d'être comme, d'accord, maintenant, nous passons juste au pronom « il », mettons, puis que si je disais, ah, ben je me questionne, je suis peut-être non-binaire, puis là, je sais pas trop c'est quoi mon... Tu sais, puis là, ils sont comme, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, je pense que ça fâche les gens, sont comme, mais où je vais te mettre, puis quel pronom j'utilise, puis ils ont peur de se tromper parce qu'ils ont peur d'être ridiculisés, on dirait, là-dedans. Ils s'approprient un peu l'inconfort des personnes, en fait, qui, elles, ont des questionnements par rapport à leur identité de genre. Oui. Tu sais. En tout cas, je oui, pense c'est que vrai, je comprends ce que... Ça, c'est vraiment intéressant. Ils s'approprient l'inconfort des autres. C'est comme ils se victimisent là-dedans. C'est comme, ben moi, je comprends pas, puis ça me met mal à l'aise de parler de ça, puis je me demande si je vais pas me planter en parlant. Fait que, arrête de me faire sentir mal. Alors qu'au final, c'est pas toi qui est comme la victime là-dedans. Ben, la victime. C'est pas toi qui vit des questionnements. It's not about you, là. C'est ça. C'est les questionnements de ton ou ta proche qui vit son cheminement, puis t'as pas à te les approprier ou à être fâché parce que tu t'es trompé de terme. C'est ça. En même temps, il y a peut-être pas de bon terme. Tu peux peut-être alterner. Alterner, mais en même temps, je comprends que les gens aiment avoir des balises claires dans lesquelles naviguer, mais je pense que c'est ça qui est queer, puis c'est peut-être ça qui dérange dans le queerness parfois, c'est que tu peux être lesbienne et aimer te faire appeler chum, ou tu peux juste vouloir changer de terme pour le fun, puis c'est ça qui est cool d'être queer, je pense, c'est que tu peux jouer avec ces codes-là puis te les réapproprier dans tes relations. Ben vraiment. Puis dernière affaire, peut-être, on dirait quand je pense à Lily Rose puis les lesbiennes très féminines puis qui correspondent en tout point à beaucoup de standards de beauté, je pense que ça confronte beaucoup d'hommes hétéros dans leur place auprès de ce genre de femmes-là. Les gens, ils ont de la misère à... C'est ça que je sais, ils ont de la misère à comprendre. Ils ont de la misère, comme puis c'est la même chose dans leur tête, c'est pas ça une lesbienne. Ouais. Fait que là, pourquoi... Mais aussi, tu sais, Lily Depp et toutes les femmes lesbiennes qui collent aux standards de beauté sont retirées du marché hétéro pour dater des femmes. Puis je pense que ça peut être difficile à comprendre. Ben, les gars comprennent pas. Confrontant pour les gars. Oui. Surtout quand là, la fille que Lily Depp finit par dater, une identité de genre plus masculine puis qu'elle appelle son boyfriend, c'est comme... Visiblement, Lily Depp voulait juste vraiment pas dater un gars, tu sais. Si elle a daté une... Non, elle veut pas. Si elle date une femme. Là, elle est bien avec la personne avec qui elle est, puis peut-être qu'après, s'ils sont plus ensemble, elle pourrait retourner avec un gars. Tout ça est possible aussi, là, mais ça, c'est une autre affaire qui m'a... En tout cas, là, je sais que je parlais de privilèges tantôt. Il y a la notion d'avoir la straight, puis t'as des privilèges que d'autres personnes qui sont plus visiblement queer. Non pas, mais... Moi, ça me gosse vraiment en tant que personne queer qui a l'air très féminine et l'air très hétéro. Cette espèce de regard-là de surprise que je reçois constamment des gens quand ils me voient tenir la main de ma blonde ou quand je leur dis que j'ai une blonde ou quand c'est comme je fais... Premièrement, je dois constamment faire des mini-coming-out à tout le monde parce que tout le monde me parle tout le temps de mon chum que j'ai pas. Ben, comme que j'ai, mais en tout cas, vous comprenez que je suis pas dans une relation hétéro. Puis c'est
j'ai l'impression vraiment que les gens croient moins à mon orientation qu'à celle de ma blonde parce qu'elle a l'air plus masculine. Je te confirme, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient en ton orientation. Ici, oui. Mais toi, je pense que t'es... Dans le monde, dans le monde courant. Là. Pas qui remettent en doute, mais qui sont plus surpris. Là. Genre, un peu sceptiques. Vous? Ouais. Comme, tu sais, c'est ça le regard que je ressens. T'es pas la butch à laquelle on s'attend. Non, c'est ça. Sorry. It's not a problem, c'est juste... c'est ma réalité. OK, je pense que c'est le moment où on invite un journaliste de la salle de rédac pour nous parler de son travail. Oui, cette semaine, on invite notre collègue journaliste, Malia Kunku, qui a écrit un texte intitulé « Justin Trudeau était très beau ». Et là, elle s'approche... Malia se joint à nous. Attends, je me déplace. C'est le premier Bienvenue, épisode. Malia. J'avais oublié, il fallait changer de siège. Premier épisode de 2025, c'est toi notre invité. Et je suis honorée, touchée. Merci d'être là. Veux-tu nous expliquer un petit peu c'était quoi ton texte? Mon texte, c'était sur le fait que Justin Trudeau soit objectivement très beau et sur ce que ça signifie, non pas à l'intérieur du Canada, mais à l'extérieur du Canada, parce que en venant ici, ça fait comme 6 ans que je suis ici. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un certain décalage entre l'image que Justin Trudeau, ou plutôt la popularité dont Justin Trudeau jouit à l'extérieur du Canada, et la non-popularité qu'il a à l'intérieur du Canada, comme l'image que les gens ont de Justin Trudeau comme au niveau national est vraiment drastiquement différente de l'image que les personnes vraiment à l'extérieur ont. Et quand je dis à l'extérieur, c'est surtout les pays francophones, parce que pour faire cet article-là, je me suis je me suis beaucoup amusée, genre juste prêtée au jeu de juste demander à des personnes qui soit sont en PVT, donc en permis vacances-travail, donc vraiment un court temps ici, soit qui ne sont juste pas ici, de me dire ce qu'ils pensent de Justin Trudeau. Vraiment, je disais, Justin Trudeau, dis-moi tout ce qui te vient en tête. Et puis, c'était vraiment juste des adjectifs au niveau de l'esthétique, au niveau de son sourire, de sa mâchoire, de ses muscles. J'ai vraiment fait un gros tri pour les citations qui sont dans le texte, mais je trouvais que c'était assez parlant. Ah, mais en plus, c'est ça qu'on se demandait, nous, pourquoi tu avais juste interviewé des gens non canadiens, mettons. Mais là, je comprends plus ta démarche. Puis, est-ce que tu penses que cette perception-là qu'on a de Justin Trudeau va se déverser un peu sur la perception que les gens hors du Canada vont avoir sur le pays? Est-ce qu'il représente quelque chose de notre pays, genre le beau totalement. Canada, gentil? Totalement, en fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment fait le choix délibéré de ne parler qu'avec des gens qui ne sont pas québécois, qui ne sont pas canadiens. Parce que peut-être qu'on s'en rend pas compte en étant ici. C'est comme moi, ultimement, je suis française. Puis, tu sais, j'ai des avis sur la France, sur des enjeux français. Mais j'aurais jamais un recul qu'un non-français aura. Comme j'aurais jamais les mêmes étoiles dans les yeux ou les mêmes questionnements ou même le même regard critique qu'une personne de l'extérieur aura. Et concernant Justin Trudeau, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que, comme j'ai dit, il y a une grosse différence, il y a un gros décalage, il y a une dissonance entre l'image très idéalisée et très emballage, en fait, très vitrine, que les gens ont de Justin Trudeau à l'extérieur, et ça se déverse effectivement sur l'image qu'on a du Canada, l'image que le soft power en fait du Canada, comme culturellement parlant. C'est vrai, hein, ouais. Parce que on va voir Justin Trudeau, on va le voir, il est très gentil, il est très serviable, il est en tout cas il a un visage qui on veut lui confier nos secrets. En fait. Et on va faire une transposition en fait de cette impression sur le Canada en entier, puis on va dire les gens sont gentils, les gens sont sympas, les gens sont ci, les gens sont ça, mais quand tu vas demander aux personnes qui pensent ça et qui sont à l'extérieur du Canada, ok, mais quid du Canada, qu'est-ce que tu connais d'autre du Canada, comme dis-moi en plus. Puis vraiment silence en fait, parce que il y aura juste vraiment des symboles, mais des symboles qui sont vides finalement. Je dis pas que Justin Trudeau est vide, mais comme le symbole de Justin Trudeau à l'international, tel que moi je l'ai expérimenté avant même d'être au Canada, et tel que je le vois maintenant en étant au Canada et en ayant aussi mon oreille et mes yeux à l'extérieur du Canada, il y a quand même quelque chose de vide et de dissonant entre les deux.
Et vraiment, les gens ne vont juste pas savoir que le Canada est une monarchie constitutionnelle, qu'il y a plusieurs provinces, qu'il y a un premier ministre par province, qu'il y a des gens. Ça leur apprend rien, dans le fond. Ça. Ils connaissent rien sur le pays, ils connaissent juste la facette. Ils connaissent parce que, oui, les gens sont comme il y a de la neige et les gens sont gentils. Mais c'est pas... Enfin, je veux dire, la beauté de notre premier ministre... aveuglé un peu. C'est vraiment ça, c'est un aveuglement parce qu'il a un très beau sourire. C'est ça. Le pretty privilege, là, c'est une affaire bien réelle. C'est vrai. C'est gros. Mais, tu sais, pour ce type de poste-là, est-ce que ça joue en notre faveur? Est-ce que ce serait pas une bonne chose? Parce qu'après tout, une job de premier ministre, de président d'un pays, ben c'est quand même une job de PR plus que quoi que ce soit d'autre, en fait. Oui, de représentation. Ben, il y avait... C'est vrai que le ton de l'article est très pas cynique, mais comme assez ironique, assez... comme j'ai dit, je me suis vraiment amusée en l'écrivant. Mais ultimement, c'était aussi une réflexion autour de le rôle de l'image dans la politique. Ouais. Et en fait, c'est pas une réflexion où c'était sans jugement. Parce que la beauté est superficielle, mais la beauté est nécessaire. Et il y a vraiment ce côté-là où il faut que tu doses pour que la beauté soit pas totalement vide, il faut qu'il y ait de la substance derrière, de la consistance. Mais comme s'il y a juste le produit brut, bah, on est humain, on a besoin d'un petit truc qui brille pour nous faire amener au point que tu veux que les gens comprennent. Donc, c'est vraiment juste un regard observateur de « Ah, c'est drôle que quand on pense Canada, on pense Justin Trudeau. Quand on pense Justin Trudeau, on pense « Ah, il a l'air gentil et il est beau. » Point. Et puis, c'est vraiment ce point-là qui va comme se répercuter sur tout le Canada, sur la vision qu'on a du Canada. Donc, j'ai oublié ta question. Ben, c'est pas grave, je pense qu'on est allé un peu ailleurs de toute façon, mais j'allais te dire, est-ce que tu penses que ça aurait été différent si Justin Trudeau avait été une femme? Dans le sens qu'on a tendance beaucoup à être obsédé par l'apparence des femmes. On dirait que c'est quasiment rafraîchissant d'être obsédé par l'apparence d'un homme. Tu peux pas être trop belle, là, je pense, que t'es une présidente ou une première ministre. Je pense que là, ça peut jouer contre toi. Ouais. Oui, je réfléchis là en temps réel, mais oui, c'est sûr que ça aurait été différent. C'est sûr que là où les gens sont dans les Daddy Trudeau, oui, non, parce que c'était ça en fait. Et puis, quand il venait tout juste d'être élu, c'était tous les médias qui vraiment faisaient un focus sur « Oh, il est sexy et il est Premier ministre ». Donc vraiment, dans cet ordre-là. C'est sûr que si ça avait été une femme, il y aurait eu beaucoup plus de misogynie saupoudrée par-dessus, puis comme on aurait vraiment... en fait, on aurait encore plus sexualisé le Canada, mais pas à son avantage. Je suis pas sûre de la fin de cette phrase, mais comme, ouais. Bon, on l'a quand même objectifié, en fait, là, c'est ça qui me fait réaliser, là, c'est qu'il a été vraiment objectifié. Tu sais, ça reste quand même un homme intelligent qui était premier ministre. Là. C'est pas juste un niaiseux. Là, puis le fait que partout dans le monde, on parle juste de son physique, c'est peut-être un peu dommage aussi pour lui, même si, oui, son travail, c'est aussi de pocher l'image. C'est plate que tout ce qu'on retient, c'est... En tout cas, il était beau. Il était bien beau. Je peux faire un parallèle avec Barack Obama, par exemple, qui... vraiment de l'extérieur bénéficie d'une PR qui est absolument impeccable, même à l'intérieur des États-Unis, comme les gens le regardent avec une nostalgie en disant du temps de Barack Obama, il était cool. Lui c'est surtout ça, il était cool. C'est ça, il était aussi très beau. Il était beau, mais il était surtout était charismatique. Puis vraiment, encore une fois, c'est une personne, tu le regardes, tu te dis je vais lui confier mon numéro d'assurance. Enfin, je lui envoie les mon avis est entre ses mains. Puis tu dors très bien le soir, quoi. Mais il y a des gens qui sont très critiques de ce qu'il a fait durant sa présidence, du fait qu'il a été très soutenu par la communauté noire, mais qu'il n'a pas tant fait de choses pour la communauté noire. Aussi, le côté guerre, le côté bombardement, etc. Comme des gens sont vraiment... sont pas si aveuglés par la beauté et encore une fois le sourire de Barack Obama. Mais tu récites que sa PR est excellente. Et du coup, c'est pas tant une mauvaise chose, en fait, d'avoir un focus sur la beauté. C'est juste vraiment... Qu'est-ce que t'en fais maintenant? Parce que c'est un fait, il est beau, en fait. Mais tu fais quoi de ça, en fait? Tu injectes quoi dedans, comme au niveau des pourcentages de je suis beau et j'apporte un message, comme qu'est-ce que tu fais, en fait, de ça? C'est vraiment juste ça qui est intéressant. Et comme Barack Obama, on pourrait dire ce qu'on veut, mais comme
il a su et il sait encore en jouer. Il sait encore... comme les gens vont encore dire « Ah, monsieur le président », alors qu'il n'est plus président depuis je ne sais pas combien de temps. Mais il aura toujours cette aura de président. Donc, je dirais que c'est à Justin Trudeau maintenant de savoir comment est-ce qu'il va gérer l'impact de sa beauté. Ça serait des belles carrière. Pages de couverture pour des livres de croissance personnelle, ça c'est sûr. Ah, lui et Sophie Grégoire. Et puis, en plus, c'est très drôle parce qu'une des personnes que j'ai interviewées dans l'article qui m'a fait hurler de rire, en fait, c'est comme si elle écoutait ça... Parce que il a fait sa vidéo, il a fait son annonce, son point de presse pour... c'était un moment très solennel, il avait l'air ému et tout, etc. Puis comme elle, je pense qu'elle l'a écouté sur mute, puis elle était comme « Oh, mais il a vraiment l'air reposé, comme... On dirait qu'il écrit des... Non, on dirait qu'il donne des TED Talks, comme... Vraiment, ses commentaires étaient, mais géniaux. C'était le point de l'article. J'aurais juste pu mettre juste toutes ces citations, puis c'est bon, l'article... Il faut aller le lire, vraiment. Merci Malia. C'était tout Malia. Merci d'avoir été là avec nous cette semaine. Je vous ai écouté parler tout à l'heure et je trouve que juste pour ton point, comme tu sais le côté un peu exaltation de la misère, enfin pas exaltation de la misère, mais oui si, exaltation virtuelle de la misère puis monétisation de la misère. Je sais pas si vous écoutez Mr Beast. Oui. Ouais. Comme pour un peu expliquer, c'est je sais pas si vous avez vu la série Squid Games, mais Mr Beast fait littéralement des Squid Games dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Oui. Et il va voir les personnes qui sont éliminées en disant « Ah, t'es éliminée !» Alors que la personne est en train de pleurer parce qu'elle a vraiment mis tous ses savings dedans, puis comme elle avait des espoirs pour toute sa famille. Donc, je trouvais que c'était un exemple très réel. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se prêtent à ce jeu-là. Ouais. Mais des fois aussi, même les médias comme The Cut sont un peu à la frontière. Là, ils amènent des couples en set pour s'annoncer, genre qui se sont trompés mutuellement. Puis, en tout cas, c'est... Oh mon Dieu. On entre dans ça culturellement. Dans le privé, oui. Et merci Malia d'avoir été là avec nous. Merci à vous, ce fut un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Nous, avant qu'on se laisse, est-ce qu'on on se parle de nos derniers contenus enregistrés? Oui, vas-y, commence. OK. Gab, j'ai rien à te faire écouter cette semaine. J'ai plutôt quelque chose à te lire. OK, je t'écoute. Je ne sais pas si tu as vu que Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a annoncé la fin des partenariats pour fact-checker les posts sur les réseaux sociaux. Ah oui, j'ai pensé à toi. Je me suis dit que ça t'intéresserait. C'est épouvantable. J'ai vu passer dans mon feed hier le meme suivant. C'est un screenshot d'un titre d'article qui va comme suit. Le fondateur de Facebook et pédophile condamné Mark Zuckerberg, mort de la syphilis à 36 ans, dit que les médias sociaux ne devraient pas fact-checker leurs publications. J'ai trouvé que c'était une façon très drôle de parler d'une nouvelle troublante. J'ai tout aimé de ça. C'est vrai, mais ça, c'est un souci. Là. On s'en va dans le mur. Oui, ça va pas très bien. C'est troublant comme nouvelle. Je me sens non rassurée là, de ça. Ça serait le terme c'est quoi? OK, c'est tellement niaiseux. Là. Moi, je suis pas dans le... J'ai aucun impact social avec ce que je vais te montrer, mais durant les fêtes, je suis tombée sur une vidéo d'un groupe d'amis qui faisait un petit jeu, le fun, autour de la table, et je te le fais écouter. Je vous nomme une personnalité connue du showbiz québécois, et vous me dites ça donne quelle vibe de ligne de métro ou de station de métro. C'est bon. OK. Et là, je me suis dit qu'on pouvait jouer. Oui! Est-ce que tu connais bien ta carte du métro de Montréal? Quand même très bien. OK. Oui. J'adore ça. Et là, je vais t'en donner deux. Là. OK. Roxane Bruno. Ligne verte. Ah oui, mais... Hochelag, Quartier-Gay. Station. J'ai besoin d'une station. Préfontaine. Incroyable. Claude Bégin. Claude Bégin? C'est plus dur, hein? Hey, j'adore ce jeu-là. Moi, je pense que Claude Bégin fait un peu Vieux-Port. Je dirais Place d'Armes, sur la ligne orange. Ah, je dirais Champ de Mars. Ah ouais? Oui! Très bon. Mais c'est peut-être trop proche du CHUM. Mais ouais, Place d'Armes, c'était bon quand même. J'ai aimé ça, bravo. C'est vrai qu'il fait ligne orange. Moi aussi. C'est vraiment un bon jeu. C'était top, la maison. C'est tout pour aujourd'hui, littéralement. Je finis là-dessus. Super. Merci Gab, merci Malia d'avoir été là. Merci. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micro Mag Urbania. C'était Flo et Gab. On vous retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye.